Bien alors la politique familiale française est très généreuse, il faut le savoir, comparée à la plupart des autres pays européens. Et en fait, elle poursuit de multiples objectifs à la fois, un peu dans tous les sens. C'est un peu une sorte d'auberge espagnole. La lutte contre la pauvreté, aider les parents qui travaillent, lutter contre la pauvreté et aider tous les ménages qui ont des enfants. Et en même temps, assurer, si vous voulez, in fine, une sorte de cohésion sociale, participer au maintien de la cohésion sociale. Donc l'histoire de la politique familiale, si vous voulez, est très ancienne. Hein. Donc cette politique familiale, autrement dit, s'enracine vraiment dans le passé. Il faut remonter à la fin du 19e siècle pour comprendre pourquoi on a commencé à édifier cette politique et par une série de mesures de création de prestations qui se sont succédées tout au long de la fin du 19e siècle jusqu'à maintenant. Ce qui explique d'ailleurs que c'est une politique très compliquée, des dispositifs souvent très complexes, et d'ailleurs ce qui a pour inconvénient que peu de gens comprennent comment cela fonctionne. Et donc je vais d'abord commencer à faire très rapidement un petit historique très résumé de cette politique. Alors si on commence d'abord par la prise en charge des jeunes enfants, on a commencé à se préoccuper de la santé des enfants, de leur bien-être, surtout à partir de la fin du 19e siècle. Et une des clés de voûte de cet édifice que l'on a construit au cours des années en faveur du bien-être des jeunes enfants, ça a été la loi Roussel en 1874 qui prévoyait de superviser, de surveiller les enfants qui étaient de moins de 2 ans, qui étaient confiés à ce qu'on appelle maintenant des assistantes maternelles et qu'on appelait à cette époque des nourrices. Car le taux de mortalité de ces enfants était très élevé. Donc ensuite, on a créé, sous la Troisième République, vers 1881-1886, on a créé l'école maternelle, qui est une institution typiquement française, que nous envient d'ailleurs beaucoup de pays européens, car dès l'âge de 3 ans, les enfants sont scolarisés dans des établissements qui dépendent directement de l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Les enfants sont encadrés, on cherche à les instruire, surtout à les éduquer, c'était ça le principe de base, les éduquer. Puis, il y avait aussi d'ailleurs à cette époque un autre enjeu. L'enjeu c'était contrôler l'éducation des jeunes enfants. Alors l'enjeu aussi autour de la prise en charge des jeunes enfants et de la supervision et de s'assurer du bien-être des enfants, c'était d'une part évidemment lutter contre la mortalité infantile qui était très très élevée à cette époque encore, et d'autre part le contrôle, c'était aussi un enjeu politique, contrôle de l'éducation des enfants et une rivalité entre l'État républicain, donc la Troisième République, et l'Église, qui jusque-là avait pris en charge les enfants des pauvres en créant des organisations charitables dans un contexte de développement de ce qu'on appelait le catholicisme social. L'État républicain, en créant ces écoles maternelles, là va contrôler beaucoup mieux l'éducation, l'instruction des jeunes enfants qui doivent devenir de futurs citoyens dans le cadre de la République. Donc, par ailleurs, comme vous savez que la France a toujours eu une forte préoccupation nataliste. Pourquoi? Parce que la défaite face à la Prusse en 1870 était un grand traumatisme. Et donc, ils ont voulu favoriser la natalité. Donc, on a mis en place, au fur et à mesure, tout au long du siècle, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais des mesures pour aider les parents à faire face, d'une part, aux dépenses des enfants, et aussi à surveiller les enfants, éduquer les enfants dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions que ce qui était le cas au XIXe siècle, où la situation en la matière était désastreuse. Donc, j'en viens très vite, je passe sur certaines
épisodes importants, mais pour arriver en 1945 avec la création de la sécurité sociale, hein, les fameuses ordonnances de 1945, et à ce moment-là, on unifie, on améliore tout le système de la protection sociale en créant 4 branches, hein, l'assurance maladie, la retraite, la famille, et puis les accidents du travail, les accidents professionnels. Donc la branche famille est autonome et actuellement, à l'heure actuelle, elle est un pilier, elle est la clé de voûte de ces politiques familiales qui, ceci dit, sont reliées par de multiples passerelles aux politiques, d'une part, du logement, puisque la CNAF, à travers son réseau de 123 caisses d'allocation familiale, la Caisse nationale d'allocation familiale, à travers son réseau de 123 caisses d'allocation familiale, verse des prestations, mais aussi des aides au logement, aux 20% environ des ménages les moins favorisés, et d'autre part, aide les collectivités locales à mettre en place des équipements pour accueillir les jeunes enfants, comme les crèches, les assistantes maternelles, qui sont maintenant très subventionnées à la fois par la sécurité sociale, donc la branche famille de la sécurité sociale, et à travers la réduction d'impôts que accorde l'État dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez, au total, on a une politique très compliquée, c'est sûr, très complexe, mais quand même qui a un avantage, c'est qu'elle joue un rôle tout à fait fondamental dans le bien-être et elle participe, pas elle toute seule, mais elle participe au phénomène de maintien de la fécondité en France, sachant que la France est un pays où la fécondité est relativement la plus élevée de l'Union européenne avec l'Irlande. Au résultat, c'est que effectivement, parmi tous les pays européens, c'est la France qui dépense le plus en ce qui concerne les familles. Alors, un exemple, en Allemagne, les dépenses en faveur des familles, tout ce qui est transfert à travers les prestations et la fiscalité et les équipements, représentent environ 3% du PIB. En France, c'est 4%. Donc, il y a aussi une explication à ça, si vous voulez, très simple, c'est que proportionnellement, il y a beaucoup plus d'enfants en France qu'en Allemagne, puisqu'en Allemagne, la fécondité est très basse. Donc leur politique familiale, même si elle reste relativement généreuse, coûte beaucoup moins cher. Le problème, en France, on a beaucoup d'enfants, ce qui est très bien, ce qui a des aspects positifs, mais cela revient très cher. Donc la France est le pays, un des pays européens, avec l'Irlande, avec la Grande-Bretagne, avec les pays scandinaves, avec l'Autriche, qui dépensent le plus pour les familles. Donc cette politique, si vous voulez, elle comporte beaucoup d'avantages, elle a des aspects très positifs et disons que ce qui a peut-être de plus réussi dans la politique familiale française, ce sont les politiques d'accueil du jeune enfant. Là, c'est vraiment un aspect tout à fait important et en partie grâce aussi à la mise en place en 1945, à cause d'un taux de mortalité infantile très élevé, on a créé les services de protection maternelle et infantile. Donc ça c'est très positif parce que aussi ça permet aux femmes, puisque ce sont elles qui s'occupent principalement des enfants, ça permet aux femmes, et ça c'est un aspect essentiel, de pouvoir à la fois avoir des enfants et en même temps confier leurs enfants à des structures de qualité. Donc ça c'est un avantage. Par contre, du point de vue des prestations, il y a quand même maintenant une situation où les choses sont devenues trop compliquées, les gens ne savent pas qui finance. Il faut savoir que les prestations sont financées essentiellement encore en majorité à 60% par les cotisations patronales et d'autre part par la CSG. Mais cette compréhension est peu développée au sein de la population française. On comprend mal quels sont les objectifs parce qu'on poursuit trop d'objectifs à la fois. Donc il y a certainement un manque de cohérence et de légitimité par rapport aux objectifs, concernant les objectifs poursuivis par la politique familiale.